Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde intitulée Droit au but. On va parler de foot au féminin. Il y a quelques mois, donc lors du mondial de foot au Qatar, que certains d'entre vous ont probablement suivi, on a pu découvrir pour la première fois un match de Coupe du Monde arbitré par une arbitre, Stéphanie Frappart. C'était une nouveauté et une nouvelle étape aussi pour la reconnaissance des femmes dans le sport. Mais aujourd'hui, les Bleus vont briguer cet été leur premier trophée au mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est l'occasion de nous poser vraiment la question, savoir est-ce qu'on évolue réellement sur la question de la place des femmes dans le football. On va aborder plusieurs questions dans cette table ronde avec nos invités. La place des femmes dans le foot, savoir est-ce qu'elles ont gagné du terrain sur le gazon vert, dans les cours de récréation également, la professionnalisation du football, parler de salaire, de contrat, en lien leurs conditions de pratique, et enfin la reconnaissance, notamment médiatique, la diffusion de télé et peut-être les sponsors. Donc cette table ronde est d'actualité, les événements très récents que vous avez peut-être suivis cette semaine et qui ont été très décisifs en France sur la place des femmes dans le foot. D'un côté, en milieu de semaine, on a eu l'élimination de deux équipes françaises majeures en Ligue des Champions, le PSG et l'OL. Pour la première fois depuis 2014, il n'y aura aucune équipe française en demi-finale de la Coupe d'Europe, ce qui est assez nouveau. Donc. Et de l'autre, l'arrivée à la tête des Bleus d'un nouveau sélectionneur, Hervé Renard. Il n'y a aucun lien de parenté avec Wendy Renard, hein, je le souligne. En remplacement donc, de Corinne Diacre, suite effectivement à ce moment de tension, là, ces quelques jours qu'on a eu, notamment avec la joueuse Wendy Renard qui a annoncé son retrait de la sélection. Et donc l'éviction, le remplacement de Corinne Diacre suite à ce mauvais climat à la tête de la sélection. On va en parler donc avec nos intervenants, savoir où on en est aujourd'hui au niveau du foot, au niveau de la place des femmes. Je propose de faire donc un tour de table et de vous présenter à tour de rôle. Virginie. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis réalisatrice et productrice. Et j'ai réalisé un biopic sur la vie de Marinette Pichon, qui est une fiction et qui sortira au cinéma le 7 juin, et qui est le premier biopic de sportive en France. Voilà. Virginie Verrier. Virginie Verrier. Laurence Prudhomme-Poncet. Bonjour à toutes et à tous. Laurence Prudhomme-Poncet, je suis professeure d'EPS. J'ai joué au football à Caluire, dans la banlieue de Lyon, entre 1982 et 1995. Et j'ai créé un livre sur l'histoire du football féminin au XXe siècle et histoire du football français essentiellement. Romane Bourreux. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis une ancienne joueuse. J'ai joué pendant 20 ans au niveau régional et au niveau national en Division 2. Donc, je suis originaire de Bourges. J'ai joué à Yzeure, ici, à l'USO, l'US Orléans. J'ai fini à Tours. Maintenant, donc j'ai arrêté il y a 2 ans et maintenant je travaille au comité régional olympique et sportif. Donc je suis diplômée d'un master de management du sport. Merci. Et Bruno Bini. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis un fossile, donc ils m'ont sorti de la maison de retraite ce matin. Donc, très heureux de voir le jour un petit peu. Moi j'ai pas écrit de livre, j'ai rien. Voilà, donc très heureux d'être parmi vous, mais c'est pas gagné, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas gagné du tout. Il y a du boulot. Merci à tous pour ces présentations. Effectivement, du coup, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que les femmes ont gagné du terrain, peut-être sur les 20 dernières années, que ce soit
dans la cour des écoles ou sur le terrain. Donc la France va organiser les Jeux olympiques et paralympiques, les Jeux olympiques et paralympiques dans un an, là, c'est bientôt. Hein. Et donc il y aura le tournoi olympique de foot chez nous. C'est la première fois qu'on aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes au JO. Donc objectif de parité 50-50 atteint enfin. 128 ans après, il était temps. Mais on en est où sur la pratique du foot en France en termes de licenciés? Selon vous, on évolue, je ne sais pas si certains ont envie de prendre la parole. Peut-être Laurence. Oui, ça évolue. Ça a évolué. Il me semble, rapidement, ces 10 dernières années, disons. Surtout après 2011 où il y a eu un gros boom en termes de licenciés. Après, il me semble qu'après le Covid, ça a un peu mis un coup d'arrêt. Mais oui, le nombre de licenciés augmente. Laurence Prudhomme-Poncet, vous avez peut-être des choses à... Ça augmente légèrement, ouais. C'est vrai que ça augmente très lentement depuis que la Fédération française de foot a enfin reconnu le football féminin en 1970. Effectivement, ça augmente un petit peu plus depuis ces 10 dernières années, avec effectivement en 2011, qui a été un petit peu un point de rupture, avec un développement de la médiatisation du football, grâce notamment à la Coupe du Monde en Allemagne, et puis progressivement avec aussi... la Coupe du Monde organisée en France en 2019, il y a eu effectivement un peu plus d'intérêt porté au football dit féminin. La crise Covid n'a pas aidé au développement, on n'a pas pu rebondir sur cet événement. Donc effectivement, il y a plus de pratiquantes, mais il y en a encore bien peu, et elles sont, par rapport au nombre de garçons qui jouent au foot, encore bien peu nombreuses. À peu près 200 000 licenciés. Voilà. À peine 8% des licenciés à la Fédération française. Et au niveau des arbitres, elles sont 4%. Ouais. Et comment on pourrait expliquer justement ce retard? Parce quand on regarde le chiffre des licenciés au total, quand on prend les hommes et les femmes, on n'arrive pas à ce chiffre-là. Donc il y a des raisons qui peuvent expliquer le fait que justement, en 2019, on était déjà quand même, on a avancé un peu depuis 2019, mais c'est encore, voilà, il y a du retard, quoi. Comment? À force de persévérance, effectivement, il y a quelques avancées qui sont faites, mais globalement, il y a encore une discrimination et une hiérarchisation des sexes qui est très prégnante dans un monde masculin. Et la fédération qui a souvent, au niveau du discours, des ambitions, au niveau des actes, on attend des actes plus forts. Et c'est effectivement au niveau de la société, au niveau du sport et du football en particulier, mais il est vrai que la place des femmes reste encore très minoritaire dans beaucoup de domaines. Virginie Verrier, lorsqu'on a préparé cet échange, vous m'avez expliqué que du coup il y avait peu de films sur des sportifs, encore moins sur des sportifs. C'est en fait parce que le film que vous venez de finir et qui sort bientôt, c'est le premier biopic sur une sportive française. Pourquoi avoir voulu faire un film déjà sur une sportive, et pourquoi avoir choisi Marinette Pichon? Oui, déjà, globalement, il y a peu de biopics sur les sportifs et sportives en France. Pas trop la culture la célébration de nos champions. Après, c'est un cinéma qui coûte un petit peu plus cher, hein, des stades remplis, des choses comme ça. Donc, il y a un coût aussi de production un peu sur les films de sport. Moi, j'ai pratiqué l'athlétisme longtemps, quand j'étais adolescente. Et puis, j'adore les biographies, j'adore les biopics. Ça a toujours été un style de film que j'aimais énormément. Et donc, je me suis dit, pour mon second film, c'est ça qu'on va faire. Puis, je me suis rendu compte que ça n'avait jamais été fait. Et je lisais des biographies, enfin, ce que
sportive, enfin ce que je pouvais trouver entre la fin du 19e et l'ère contemporaine. Voilà, je commençais. Et puis alors les performances sportives, c'est important, mais il faut que derrière il y ait des sujets forts, il faut qu'il y ait une vie qui soit aussi romanesque, qui puisse, avec des thématiques qui puissent entrer en résonance avec notre époque, etc. Enfin moi voilà, j'ai besoin de ça pour raconter une histoire. Et puis j'ai un ami commun avec Bruno Bini qui m'appelle et qui me dit voilà, Marinette sort sa bio. Donc c'était pile au moment où j'étais en train de lire des bios de sportifs. Donc je lui ai dit qui est Marinette Pichon, j'avoue. Hein. Et voilà, je l'ai reçu le lendemain par la poste, je l'ai lu en 1 heure. Le lendemain, je déjeunais avec Marinette et il y avait tout. Voilà, il y avait énormément de thématiques autour de sa carrière, voilà, avec une enfance compliquée, les violences faites aux femmes. Et puis sa trajectoire aussi suivait le développement du foot féminin sur 20 ans, parce qu'elle rentre en équipe de France en 1994, elle finit en 2006. Quand elle rentre en équipe de France, il y a 20 000 licenciés en 1994. Donc vous voyez, on est à 200 000. Donc voilà, ça racontait une génération, une époque, des combats pour faire exister cette discipline. Tous les ingrédients, quoi. Il y avait tous les ingrédients. Ok. Et pour faire le lien avec les chiffres des licenciés, finalement, des sportifs françaises comme ça qui ont de quoi faire un film, il y en a pas beaucoup? Non, je sais qu'il y a le biopic de Florence Artaud qui s'est tourné. Ouais. Après... C'est compliqué de convaincre? C'est compliqué de convaincre. Moi, j'ai rencontré Marinette l'été 2018. Je vois que c'est quand même un film qui est ambitieux, avec une partie de tournage aux États-Unis, puisque là-bas, elle a eu une carrière. On sait peu, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais elle a été élue meilleure joueuse, meilleure buteuse du championnat à 2 reprises, en 2002-2003. Donc je sais que c'est un film ambitieux, un film cher. Je commence à rencontrer quelques producteurs pour éventuellement m'associer. Et là, on me dit le foot féminin, ça n'intéresse personne. Je leur dis, il y a la Coupe du Monde dans 1 an. Mais enfin bon, ça n'intéresse personne, c'est chiant à regarder. Et en plus, elle est lesbienne. Voilà, je le dis cash, c'est ce que j'ai entendu. Donc bon, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas le produire toute seule et ça va très bien se passer. Et ça s'est très bien passé. Oui. Ouais, donc elles sont peu nombreuses, c'est compliqué de faire sa place quand on est une femme dans le foot. C'est aussi compliqué pour les arbitres. Hein. On a dit, je l'ai dit en préambule, on a parlé de Stéphanie Frappart, qui est aujourd'hui un exemple, mais c'est vrai que derrière, il n'y a pas forcément beaucoup de voilà. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça va suivre ? Est-ce que en fait après Stéphanie Frappart, il y en aura d'autres. Idem au niveau des entraîneurs. Bruno Bini, vous avez de votre côté, par rapport à votre expérience, vous avez constaté une augmentation du nombre de femmes sur les terrains, sur les nombre de femmes, je ne sais pas. Par contre, le constat que je fais, qui est très amer de ma part, il y avait les quarts de finale retour de la Ligue des Championnes féminines. Moi, je suis commun des mortels. Dans ma maison de retraite, il n'y a pas de tablette, il n'y a que la télé. Eh bien, je n'ai pas pu regarder. Parce que ce n'était pas diffusé par la télévision. Il fallait chercher ça sur un site allemand. On rêve, quoi. On rêve. Alors, imaginez-vous les quarts de finale, la Ligue des champions garçons, pas diffusée par la télévision. Révolution en France. C'est la révolution. Deuxième chose, les droits TV de la Coupe du Monde, là, dans 4 mois, là, on va en parler. Ouais. Sont toujours pas distribués. Personne n'a acheté le truc. Parce qu'il paraît que c'est tard la nuit, que c'est si. Mais vous imaginez une Coupe du Monde des garçons qui se déroule en Australie, en Nouvelle-Zélande, 3 mois avant que les droits ne soient pas achetés. Mais c'est impossible. Donc, à mon avis, à ce sujet-là, on a régressé. C'est amer de le constater, mais on a régressé et de beaucoup. D'accord. Et sur la question, on va en parler un petit peu plus tard de la médiatisation, mais sur la question des femmes sur les terrains, est-ce que vous avez, parce que vous avez pas mal d'expérience, vous avez
Vous avez l'impression que ça évolue, qu'il y en a de plus en plus, ou en fait, et est-ce qu'il y a une volonté fédérale? Est-ce que je sais pas si, est-ce qu'il y a une volonté fédérale d'augmenter ces nombres, ou par rapport à votre expérience? La volonté fédérale, les paroles, c'est bien joli, quoi. Hein. Mais après, il faut qu'il y ait des actes. Hein. Moi, je peux vous dire, demain, je vous amène sur la Lune. Hein. Je peux vous promettre. Hein. Mais après, pour vous y amener, c'est plus compliqué, quoi. Hein. Donc, ouais, je suis un petit peu... Vous êtes plutôt pessimiste? Alors, je ne vais pas dire ça. Réaliste? Je vais dire, je ne suis pas optimiste. D'accord. Je préfère ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Effectivement, on parlera un petit peu plus tard de la médiatisation. On va évoquer maintenant un sujet très important, c'est la question de la professionnalisation des footballeuses. On sait qu'elle est déjà instaurée en Espagne, aussi en Angleterre, on est en avance sur cette question-là. On est à la traîne par contre en France, non? Bon, là je m'adresse un peu à tout le monde. Ça par contre, c'est quand même un peu mieux que ce que c'était. Ouais. Alors, une anecdote ouais. qui vous semble pesant d'or, c'était hier, hein, à la Coupe du Monde en Allemagne. Donc, on fait. Donc, en quelle année précisée? 2011. Voilà. Où on fait 4e, premier carré, machin et tout. Et on revient et on a les JO. On est qualifié pour les JO. Et juste avant les JO, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a cette affaire là, des 4 ou 5 abrutis qui étaient en stage à Caen, là, et qui sont des espoirs, et qui sont partis en taxi pour faire la fête à Paris, et qui se sont fait choper. Le lendemain, qu'on voit ça, je discute avec Sandrine Soubera, ma capitaine Soub, je dis, putain, Sandrine, j'espère que vous n'allez pas me faire ça un jour, hein, que vous avez plus de respect pour moi que ça. Et Sandrine me dit, ah ben ça c'est sûr, hein, Bruno, hein. Moi, je ne risque pas de te faire ça. Hein. Ah ben, j'ai dit, ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que ça, c'est vraiment du respect. Elle me dit, non, mais oui, respect. Mais surtout, moi, si je prends un taxi de Caen à Paris, mais j'ai plus d'argent pour finir le mois. C'est cher. Hein, j'ai plus de sous, oui, je suis ruiné. Je suis ruiné. Ouais. Donc bon, c'est vous dire quand même, 2011, bon, là, allez, je vais dire qu'il y a, sur ce que je sais, mais bon, je ne sais pas tout non plus, il y a une quinzaine ou une vingtaine de filles qui gagnent très bien leur vie. Voilà. C'est tout. Par contre, je suis inquiet pour les autres parce qu'elles ont abandonné le double projet. Alors que vous poursuivez les études alors en même que temps nous, oui. on favorisait ça. Elles ont abandonné le double projet et bon, je m'excuse, hein, mais quand vous gagnez pendant 4-5 ans 2000 € par mois, ben quand ça s'arrête, vous faites quoi? Vous faites quoi, hein? Surtout si vous avez appris à lire dans l'équipe, hein, compliqué après. Hein. Oh, il y a de très bonnes choses dans l'équipe quand même. Oui, bien sûr. Oui. Parfois, il y a des doubles pages sur un film. Parfois, il y a des doubles pages sur des films, parfois. Mais du coup, comment on peut l'expliquer ce retard? Le fait qu'aujourd'hui, bon, il y a des pays qui sont clairement en avance. Hein, quand on regarde ailleurs, en France, voilà, les chiffres sont sortis avant-hier, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que la moyenne hors OL et PSG, hein, on est à un salaire mensuel de 1 700 €. Déjà, oui, parce qu'on n'est pas une nation sportive. Ça, c'est au départ, on n'est pas une nation sportive. Quand j'avais les 16 ans, les cadettes, on est allé faire un stage franco-allemand. Et entre 2 matchs, ils nous ont emmenés dans une salle là où il y avait des clowns, où il y avait des poutres, où il y avait des trucs. Et les 2 sélections ont fait les activités. Mais on a perdu dans toutes les activités. Et là, j'ai dit à mon adjoint, j'ai dit, mais on n'est pas des sportifs, quoi, en France. Et les mêmes, on les joue au basket, on prend une branlée, on joue au volley, on prend une branlée, on joue à n'importe quoi, on prend une fessée. Donc, on n'est pas une nation sportive, donc c'est compliqué de combler le retard. Qui dépasse le foot au féminin, c'est une question oui, tout à fait. De mentalité. Laurence, vous avez peut-être et d'éducation aussi des jeunes filles, quand on s'adresse dès le plus jeune âge
à un garçon ou une fille, on ne leur fait pas faire les mêmes activités, les interdits ne sont pas les mêmes. Une petite fille qui va monter sur un mur, on va lui dire de descendre, qu'elle risque de tomber, d'abîmer ses vêtements. Un petit garçon, on va l'encourager. On va offrir un ballon à un garçon, on ne va pas offrir un ballon à une fille. Déjà là, il y a un retard au niveau du développement moteur, des acquisitions qui se fait dès le plus jeune âge en fait. Virginie, vous avez peut-être quelque chose à... Non, non, moi, je suis absolument, je pensais. je suis absolument d'accord. Et pour rebondir sur les salaires féminins, c'est vrai qu'ils sont, d'après les sorties de l'équipe de cette semaine, effectivement autour de 1 700 € en moyenne pour les filles. Pour les femmes, pardon. Hors OL-PSG. À Rodez, il faut savoir qu'elles gagnent 1 300 €. Les plus gros salaires sont à 40 000, 50 000 € par mois, que ce soit au PSG ou à l'OL. Pendant ce temps, Kylian Mbappé, c'est 6 millions par mois. Donc, oui, les différences sont abyssales. Il y a des raisons historiques du retard qui a été pris en France. Après, c'est... Parce que quand on regarde Après, il y a un constat qu'il faut faire. Oui. Il n'y a personne qui va voir les matchs. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. À un moment donné, c'est un problème quand même. C'est un cercle vicieux. J'ai vu le match, enfin le début du match, PFC contre... aidez-moi. Hier. Non. Non. C'était pas. En féminine. La preuve, on ne sait pas. Donc, Contre Soyo ? Non, pas Saint-Brieuc. Guingamp. Contre Guingamp. Oui. Oh, il y avait 30 spectateurs. Mais si vous êtes un investisseur, vous n'allez pas investir là-dedans. Alors comment on fait venir les gens ? Oui, mais déjà, le fait qu'elles aient une rémunération suffisante pour qu'au moins elles puissent se dédier uniquement à la pratique du football et du coup acquérir devenir performantes. Enfin, pour moi, c'est déjà l'origine. Oui. Les performances vont faire naître l'attrait, ensuite pour le public et les sponsors. Donc et dire c'est parce qu'il n'y a pas de sponsors qu'on ne peut pas les payer comme ça, voilà, je prendrais les choses dans l'autre sens. Oui. Romain, vous avez peut-être des choses à nous apporter sur votre expérience, sur oui, parce ce que vous avez joué vous-même. Là, on parle de la rémunération des joueuses. C'est sûr que quand on gagne moins d'un SMIC pour jouer au foot, sachant l'investissement que ça demande, physiquement, moralement, et à côté de ces entraînements, on est aussi obligé de faire une journée de travail entière avant d'aller s'entraîner le soir. La performance le week-end, elle ne peut pas être la même que celle des Lyonnaises ou des Parisiennes. Et quand on évolue sur... il y avait une polémique cette saison, je ne sais plus quel terrain de D1 c'était, qui était catastrophique, ça se voyait sur la retransmission. Oui. Le niveau de jeu était impacté. On peut être techniquement au point quand on joue sur... Plus les blessures. Moi, quand j'ai fait les repérages pour mon film, alors moi, je suis complètement néophyte, mais c'est ça qui est intéressant. Du coup, vous arrivez avec un regard neuf et un regard. Invariablement. Donc, du coup, les choses vous choquent, les choses vous. Je fais plein de stades dans le nord de la France et en région parisienne. Invariablement, je me rends compte que les filles n'ont jamais accès au terrain d'honneur, sont sur des terrains à côté. Qui sont compliqués, où on peut soit des synthétiques, mais élimés. Moi, j'ai fait du hand, ça n'a rien à voir, mais bon, quand même, le sol, c'est important. Et puis des champs de patates, avec des trous dans les terrains, et même certains terrains qui n'étaient pas conformes. Parce qu'il manquait 1 mètre sur le côté. Cette année, quand même, sur le championnat de D1, il y a eu un manque de respect total de certains clubs pour la discipline, quoi. Parce qu'ils ont mis des terrains qui étaient scandaleux, quoi. Qui étaient scandaleux, quoi. Voilà. Avec des fois 1 caméra, 2 caméras encore. Et ça nuit à l'image. Ça nuit à l'image. Pas qu'à l'image, à la pratique aussi. C'est vrai que les femmes sont souvent reléguées sur les terrains annexes, que ce soit les terrains synthétiques, en stabilisé, à des horaires d'entraînement pas possibles, entre 20 et 22 heures.
avec des terrains en herbe qui leur sont parfois interdits, alors que les garçons jouent dans une On catégorie dirait ce que vivent, largement inférieure. Ce que vivent d'ailleurs les joueuses de Guingamp, hein, dans le documentaire qui a récemment été diffusé sur France 3. On les voit à un moment quitter le terrain parce qu'en fait, c'est l'heure des... Voilà. Les garçons, en fait, doivent prendre le terrain et prendre le terrain un peu plus tôt que ce qui était prévu. Donc, voilà, l'entraînement des filles est terminé. Ah bah ça, moi, j'ai totalement découvert. Ouais. Je pensais pas que les femmes Documentaire sur la touche. Hein, voilà, ne pouvaient pas, n'avaient pas accès au même terrain que les hommes, quoi. C'est dingue. Puis j'ai découvert aussi, voilà, on n'a pas de t-shirt pour faire les matchs, on n'a pas de maillot de rechange. Là, maintenant, c'était en 2022, quoi. Roman, vous avez des expériences aussi personnelles, que vous avez des souvenirs, des choses qui vous restent en mémoire de ces difficultés-là ou des... Oui, des anecdotes, j'en ai plein. Celle des terrains impraticables, même en D2, j'en ai vu. Celle des dotations, par exemple, de début de saison, où on a un pack avec des équipements, des tenues d'entraînement, celles de match, etc. On n'a jamais autant que les garçons, évidemment. Et vraiment, on sent que le peu qu'on a, il fallait être reconnaissante, parce que c'était déjà... c'était pas ça la norme. La norme, ça aurait été de rien avoir, ou d'avoir le minimum. Ouais, vraiment... Il y a des filles qui ont joué en culotte là, l'année dernière pour... Oui, c'était à Rennes, ouais, en voilà. Coupe de France. Oui, les dotations de Coupe de France. Donc, ça, on avait... donc des maillots spéciaux pour la coupe, et donc c'est des tailles, je sais pas, M ou L hommes, et c'est les mêmes pour tout le monde. Donc en fait, quand on reçoit les maillots, les équipes féminines, déjà les maillots nous vont pas, et en plus on n'a pas les shorts. Ça, je découvre ça aussi quand je m'occupe des costumes sur mon film. Je me dis, mais pourquoi voilà, toutes les recherches historiques des archives, pourquoi il n'y a pas les noms? Elles ont leurs noms à partir de les années 2000. Pourquoi pas avant? Parce que c'était les t-shirts d'entraînement des garçons, etc. Ouais. Donc avec les numéros. Ouais. Et les shorts d'entraînement des garçons. Ouais. Alors, c'est fantastique parce que les filles venaient chaque fois me voir disant, Bruno, on peut couper les slips qui... il dit, oui, vous coupez. En équipe de France. En équipe de France. En oui, équipe de France. Incroyable. En équipe de France. Ben oui, bien sûr. Oui, on voit les photos d'archives. C'est 10 fois trop grand pour elles sur les photos. Elles ont des dégaines pas possibles, du coup. Ouais. Et Laurence, du coup, on veut dire que dans les années 70-80, c'était déjà le cas pour les joueuses. En fait, elles étaient amateurs, elles étaient... Dans les années 70, non seulement elles n'avaient pas de tenue, mais elles payaient aussi leurs déplacements. Donc il fallait certaines fois pour jouer au foot, avec des critiques effectivement dans les tribunes, au sein même des clubs. Finalement, les choses ont peu évolué. Okay. Encore du boulot. Et Virginie, vous avez voulu justement l'insérer dans le film, cet aspect-là. Enfin, c'était important pour vous de il y a montrer des cette réalité. anecdotes que on va pas spoiler, mais il y a des petites anecdotes, je trouve. Que ça transparaisse en fait ces éléments qui vous avaient choqué en fait. Je découvre la petite enveloppe pour les rassemblements, où il y a une pièce de 10 francs qui manque, des petites choses. Le package des joueuses, une seule paire de chaussettes. Pas accès au château à Clairefontaine au début. Voilà, sanctuarisé pour les garçons. C'est vrai que moi, ça m'a vraiment étonnée. Ouais. Et on a envie de s'interroger du coup sur le palmarès de l'équipe de France, parce que on est en 2023. La France est aujourd'hui 5e mondiale, si je dis pas de bêtises. Et les Bleus ont encore aucun titre. Est-ce que du coup Bruno Bini, ça a un lien avec cette professionnalisation ou pas? Est-ce qu'on pourrait relier ça? Est-ce que je sais pas. Voilà. Je sais que le manque de moyens, on a fait 2 carrés avec des conditions totalement différentes, puisque en 2011 en Allemagne, il faut savoir que
Ce sont mes adjoints et adjointes qui nettoyaient le linge des filles, quoi. Il faut savoir quand même, en 2011, quoi. Après, il fallait faire les séances, il fallait faire tout. Et puis après, en 2012, on avait un staff qui était plus conséquent. Pour les JO, du coup. Pour les JO, ouais. Ouais. Voilà, bon. Je pense que c'est un ensemble qu'il faut professionnaliser, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a autour, l'accompagnement médical, paramédical, psychologique. Et c'est vraiment une équipe qui doit être autour du coach et pour les joueuses, quoi. Vous me parliez justement, lorsqu'on a préparé cette table ronde, de la question des kinés notamment. Parce qu'il y a des... Pardon ? Vous me parlez, lorsqu'on avait préparé cette table ronde, vous m'avez notamment parlé de la situation des kinés. Ouais. Kiné, c'est un rôle primordial dans la sélection, et je crois que c'est ce qui a fait basculer Corinne. Parce qu'à un moment donné, des joueuses de Lyon et de Paris qui sont habituées à avoir un staff médical fourni n'avaient même plus accès aux soins, quoi. Les soins, c'était une exception, quoi. Il fallait être aux 3/4 morte pour avoir des soins. Alors, moi, je me souviens très bien, moi, les salles de soins étaient ouvertes pratiquement 24 heures sur 24. C'est-à-dire, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, elle pouvait venir. Ouais. Elle pouvait avoir quelqu'un. Ouais. En plus, j'avais réussi à avoir, et ça, il faut le dire, c'est grâce à Noël Le Graët. Quand on est revenu de 2011, on avait réussi à doubler les kinés, avoir un physio, c'était vraiment confortable, quoi. Hein. Et il y avait eu des réclamations à l'époque ou Mais non, ils avaient l'habitude ça arrivait tout seul. C'était le bazar partout, hein, à l'époque. Hein. C'était amateur partout. Ouais, Mais le fait que ça évolue, c'était dû à quoi ? Après, les clubs ont pris la suite aussi. Hein. Voilà, on a été un bon exemple aussi. Hein. Ouais. Les clubs, certains clubs qui avaient les moyens, quoi. Ouais. C'est quand même des drôles de souvenirs, quand même. Après, je ne sais pas si on reparlera de la sélection tout à l'heure. Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire tout de suite, là, c'est qu'il faut arrêter les conneries maintenant, quoi. Il faut un peu mettre sur pause les uns et les autres, là. Hervé Renard, il est ce qu'il est. Il a été choisi. Dans 4 mois, il y a la Coupe du Monde. Arrêtez les conneries. Laissez-le travailler. Et dans 4 mois, il sera en face de tout le monde et il fera son bilan. Il y a des présidents des républiques, on leur a donné 6 mois d'état de grâce. Laissez-lui 4 mois tranquille. Surtout que c'est sa première sélection féminine. Hein ? C'est sa première sélection féminine. Oui, mais c'est pas grave, ça. Il a des gens autour de lui qui ont l'habitude. Et l'autre jour, j'ai retenu un truc de sa conférence de presse. Oui. Parce que je l'ai vécu, moi. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai jamais eu de sélection féminine. Mais les filles, je sais comment ça marche, j'en ai 4 à la maison. Et moi, quand j'ai pris les 19 ans, à l'époque de Gaëtan, Tinet et compagnie, ma fille avait leur âge. Ben, ça m'a aidé, quoi. Parce que quand je revenais de sélection, je disais à Bérangère, il m'est arrivé ça. Ça ne m'étonne pas. mais t'es complètement fou d'avoir fait ça. Mais voilà. Vous avez un exemple à nous donner ? Hein ? Par exemple, vous avez un exemple à nous donner ? Ben ouais. On me prenait... c'était l'époque, au début des portables. Ouais. Donc à 10h, on prenait les portables. Ouais. Donc c'était André Barthélémy qui était chargé un petit truc d'aller chercher les portables dans les champs. Tout le monde donnait les portables. Bon. Et puis... C'est impossible aujourd'hui de faire ça. Hein ? Ce serait impossible de faire ça aujourd'hui. Ouais, attendez la suite. Et donc, on prenait le portable. Et j'arrive à la maison et Bérangère m'a dit, c'est bien passé ? Oui, oh, ouais. Et dit, André Barthélémy a toujours du mal à voir les portables. Et ma fille, mais elle éclate de rire. Et pourquoi tu rigoles ? Parce que tu crois qu'elles t'ont donné le deuxième ? J'ai dit quoi ? Elle dit, elles t'en ont donné un, ça se trouve, il n'y a même pas de puce dedans. Et,
moi je peux te dire, si c'est moi, il y a une deuxième portable. Donc le stage d'après, parce que je ne voulais pas passer pour... j'ai dit à Dédé, tu vas chercher les portables. Mais je briefe les filles avant. J'ai dit, les filles, je sais que vous avez une deuxième portable. Donc voilà ce qu'on va faire cette nuit. Dédé, il va passer. Vous mettez tous les portables, mais vous mettez toutes les alarmes entre minuit et quart et 1h moins le quart. Et mon Dédé Barthélemy, il va chercher les portables. Il me dit, putain, Bruno, super, ça y est, on a tous les portables. Il n'a pas dormi de la nuit. Il n'a pas dormi de la nuit. Voilà, bon, un exemple tout simple. Et Bérangère m'a aidé dans mon travail. Voilà. Roman, lorsqu'on a échangé, lorsqu'on a parlé de ce climat un peu de changement là, dans l'équipe de France, vous m'avez dit enfin. Oui, parce que récemment, quand Wendy Renard s'est exprimée, que Katoto et Diani l'ont soutenu et suivi, c'était la première fois que des internationales françaises prenaient la parole dans les médias et des positions fortes, renoncer à la sélection jusqu'à nouvel ordre. C'est à quelques mois d'une Coupe du Monde, il n'y a pas plus important dans la carrière d'une joueuse. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis quelques années à l'étranger. Les pionnières, forcément, enfin pour moi en tout cas à ma connaissance, sont les Américaines qui ont réclamé l'égalité salariale en portant plainte contre leur fédération en 2019, je crois. Les Espagnols sont en conflit aussi depuis plusieurs mois avec leur fédé. Les Danoises ou Norvégiennes, je ne sais plus. Norvégiennes. Qui ont Danoises aussi, les Danoises aussi. Enfin, en France, on était vraiment... Il n'y avait jamais aucune voix ne s'était élevée contre les instances. Donc oui, moi, la réaction, c'était enfin, parce que apparemment, les joueuses en sélection en souffrance depuis quelque temps. Donc enfin, elles ont pris la parole et assumer de peut-être se compromettre. Quelque chose à ajouter, je crois. Toujours bien sûr décalé. Je dirais enfin, mais il y a une chose dont j'ai horreur, quel que soit le gibier qui soit traqué, qu'il soit bon ou mauvais, c'est la chasse à courre. Et Corinne a été victime d'une chasse à courre. Et ça, c'est insupportable pour moi. Après, qu'elle soit restée, qu'elle ne soit pas restée, c'est autre chose. Mais la manière dont ça a été fait, c'est pas beau. C'est pas beau et c'est pas digne d'une grande nation démocratique. Voilà. Après, le reste... voilà. Si on compare avec d'autres pays, la même chose s'est passée en Espagne, parce que les joueuses sont aussi montées au créneau contre leur sélectionneur. La petite différence, c'est qu'en Espagne, le mec ne les a toujours pas repris. Hein. Elles sont 12 à rester à la maison pendant les compétitions. Là, le rassemblement d'après, hop, tout le monde est là. Sauf les blessés. Mais enfin, bon, après, chacun... J'ai dit qu'il fallait mettre sur pause au niveau de l'équipe de France. Donc moi, perso, je mets sur pause quasi définitive. Et qu'on entende pour une fois des femmes, ça fait quand même plaisir, quelque part. Après, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été évoquées, c'est notamment la mésentente de la coach avec certaines joueuses de l'équipe. Mais derrière, il y a un vrai climat aussi de ce dont on est en train de parler, c'est qu'il y a des manques en termes de moyens. Et ça c'est... je pense que Hervé Renard arrive dans les mêmes conditions que l'était Corinne Diacre. Après, il faut voir si ça évolue. Avec un staff médical renforcé, peut-être, j'espère. Parce que on espère. C'est important de prendre soin des athlètes. Ouais. Il va y avoir un gros staff. Il va y avoir une grosse équipe. Oui. Très grosse équipe. C'est vrai ? Ouais.
Et ça ne pouvait pas arriver avant. Il a fallu. Ça veut dire que ce coup de gueule a été quand même... Non, parce que je pense que Corinne a voulu s'isoler à un moment donné. Ouais. Alors qu'Hervé, lui, il veut... Oui, mais ça provient qu'un coup de gueule. Après, j'entends le discours sur la chasse à courre. Hein. Je vois très bien, hein, mais à un moment, il n'y a plus d'autre choix, c'est l'ouvrir et ça fait bouger. Au niveau du staff, on n'a vraiment pas de soucis à se faire. D'accord. En plus, moi, j'en connais un ou deux qui sont avec lui, notamment Laurent Bonadei, que j'ai côtoyé quand j'étais en Méditerranée, qui est un bon mec de terrain, qui est un mec sérieux, fidèle, droit. Non, il va pouvoir, mais il aura fallu ça, alors. Il aura fallu que 3 joueuses, pour qui, en plus, vu leur âge, on s'appuie ce sera la dernière... Qui est solide. Ouais. Et là, je pense qu'il a, dans le staff, il y a des personnes solides. Donc, je ne suis pas inquiet. Vous avez dit... Laurence, vous avez peut-être quelque chose à... Je ne sais pas si vous avez des éléments sur ce sujet-là ou sur la... Non, ça fait apparemment 2 ans qu'il y a un malaise, donc c'est dommage qu'on essaie de résoudre le problème à quelques mois de la Coupe du Monde, quoi. C'est surtout ça, il ne reste plus beaucoup de temps. On a beaucoup parlé aussi du mondial, que c'était une chance aussi pour la France quand la France a organisé le mondial en 2019. Est-ce qu'on peut dire qu'on a raté le coche en quelque sorte? En fait, le virage, il a été manqué là, mais pas parce que ça s'est arrêté en quart de finale. Il s'est arrêté parce qu'on ne s'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Pour le football féminin, les Jeux Olympiques, c'est... Pour Tokyo, vous voulez dire? C'est prioritaire pour Rio, ouais. C'est prioritaire. Parce que la Coupe du Monde, il y a des gens qui vont regarder. Si c'est à 1h du matin, il y en a quelques-uns qui vont... Enfin, voilà. Par contre, les Jeux Olympiques, même si c'est à 1h du matin, tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Et on a perdu peut-être 10 ans en ne pas se qualifiant pour les Jeux Olympiques de Rio. Et à mon avis, c'est là qu'il aurait fallu agir. Mais ce n'était pas possible, puisque c'était les pères qui étaient aux commandes. Voilà. Et Virginie Verrier, lorsque vous avez travaillé sur votre film, du coup, vous nous avez dit que vous avez découvert plein de choses. Et dans votre façon de présenter le film, est-ce que vous êtes dit du coup qu'il fallait que le grand public sache tout ça, qu'il y avait peut-être vous aviez une sorte de pas de devoir, mais vous vous êtes dit il faut absolument que les gens sachent la réalité. Ce qui m'a étonnée, je l'ai un peu distillé. Hein. Ouais. Voilà, j'ai fait des clins d'œil parce que voilà, c'est important. Oui, c'est vrai que je parle de ces inégalités. C'est un des sujets, effectivement. Je les montre. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin de discours. Il y a des choses au cinéma, il y a des images qui sont parlantes. Ben oui, c'est important. Et puis c'est même rigolo parfois. Je vous dis, moi, j'ai vraiment été étonnée de certaines choses. C'est vrai que se dire, t'as qu'une paire de chaussettes. C'est quoi d'en mettre une deuxième, quoi, de paire en équipe de France. C'est des choses que je ne comprends pas, en fait. Oui, mais je ne comprends pas. Mais vous savez, dernièrement, l'actrice de mon film, qui interprète Marinette, elle joue au foot. Ils ont une association et c'est très difficile de trouver des terrains à Paris pour s'entraîner 1 ou 2 fois par semaine, mais elles y arrivent. Puis dernièrement, elles vont voir une mairie pour avoir un créneau. Et le type lui dit non, il n'y a pas de créneau. Ok, ça, on peut l'entendre. Et lui, il dit et surtout pas pour des filles. Il y a 3 mois, à Paris. C'est partout comme ça. En 2023. Voilà. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, on attend la sortie du film. On fera un petit peu de bruit. Mais oui, je trouve ça dingue. En plus, complètement décomplexé. Et je me dis, il n'y a personne à un moment qui se pose la question quand même, on va leur mettre 2 paires de chaussettes, elles vont avoir 2 t-shirts. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Mais ça a été quand même... Marinette, c'est quand même quelqu'un de... C'est vraiment une belle personne. Moi, je l'ai eu en équipe espoir. Et après, je l'ai suivie. On s'est revus. J'ai vu tous les combats qu'elle a menés quand elle était sur Paris.
Et vraiment, c'est une belle personne. Et moi, j'ai un souhait, petit souhait. Mais c'est que de temps en temps, en équipe de France, ils fassent venir Marinette pour faire des spécifiques attaquantes. Parce que ça faisait partie des choses que demandaient les joueuses. Et quoi de mieux que Marinette Pichon pour faire des spécifiques attaquantes. Les buts, elle les enfilait comme les perles, comme Papin à Marseille, quoi. C'est la même chose. Donc voilà, moi, c'est le vœu que je forme. Mais vraiment, moi, j'attends le film avec impatience parce que, voilà, c'est une belle personne. On va tous aller le voir. Il n'y a pas que du football dedans. Il n'y a pas que du football dedans. Vous Ouais, verrez, il y a on compte sur plein vous. de sujets. Alors, tout à l'heure, on a parlé des États-Unis parce que c'est vrai qu'en plus, Marinette a joué voilà, outre-Atlantique. Et, Quand elle arrive là-bas, ouais. voilà, c'est $6 000 par mois. Ah bah oui, ça change la vie. C'est le hein. logement. Tu sors de l'équipe de France début 2000. Il n'y a pas que ça, parce Voilà. qu'il y a aussi, sans rentrer trop dans le détail, mais elle le dit dans son livre, hein, donc c'est pas un secret, mais elle a ressenti aussi une liberté de faire ce qu'elle voulait en fait, d'être qui elle voulait. Un management positif qui valorise, voilà, une liberté. Est-ce que c'est une question de mentalité aussi ? Bah oui, c'était un peu du moment que tu marques, voilà, tu vis la vie que tu veux. Des stades blindés, oui. Et en plus, Elle a changé de Saint-Mémy. ouais. Et puis en plus, quand en 2003, les femmes, les Bleus se qualifient pour la première fois pour une Coupe du Monde, bah, c'est aux États-Unis. C'est là où elles jouent. Donc en plus, le public américain la connaissait. C'était la meilleure buteuse du championnat. Donc. Laurence, il y a une culture différente du foot aux États-Unis. Enfin, là-bas, c'est un sport pratiqué par les femmes, hein, et voilà, d'abord on l'appelle soccer là-bas. C'est vraiment, on n'est pas la même configuration qu'en France. Les hommes jouent au football américain, donc il y a de la place pour les femmes pour jouer au soccer, en fait, c'est ça. Et dès le plus jeune âge, effectivement, petits garçons, petites filles sont sur les terrains, et des jeunes filles en grand nombre, oui, c'est assez impressionnant. Et vous l'avez dit, Bruno, les stades sont pleins aussi. Il y a une audience, même des diffuseurs, ça fait rêver. Hein. Vous savez, quand j'avais les moins de 16 ans, qu'on faisait nos fameux stages franco-allemands, là, où régulièrement on prenait 2 années, hein, une fois, la 3e année, on était dans un centre de sport, là, comme ils ont chez eux. Et le lundi soir, on voit centre de perfectionnement régional pour les garçons, pour les 14-16 ans. Et il y a une trentaine de gamins qui arrivent avec l'entraîneur régional, quoi, une sorte de CTR, qui fait l'entraînement. Le mardi, centre de perfectionnement pour les jeunes filles du même âge. Et on voit une trentaine de filles qui arrivent. Et le même mec qui fait l'entraînement. Je vais le voir, il dit, mais ça vous plaît d'entraîner les filles aussi? Ah, le mec il me dit, vous êtes bien français, vous? Il dit, parce que? Il dit, mais moi, on ne me demande pas mon avis. Moi, je suis sous contrat d'objectif. Et dans mon contrat d'objectif, le lundi, j'ai les garçons, le mardi, j'ai les filles. Si ça ne me plaît pas, je suis viré. Moi, j'ai croisé des entraîneurs sur mes repérages, des coachs qui adoraient entraîner les filles. Et ils me disaient, quand il y avait des petites soirées à la Ligue, on leur disait, mais t'as fait quoi pour être puni? Voilà. Ouais, c'était le bizutage, en fait. Bah, c'est genre la punition, quoi, rétrogradée. Et d'ailleurs, tout le monde est étonné de voir Hervé Renard à la tête de l'équipe de France aujourd'hui. Tout le monde, Alors, la Ligue du centre de football, belle ligue et tout. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Non, de 50 ans, tu ne vas pas connaître. J'arrive CTD. Alors, il y avait un CTR, 6 CTD. Dans l'ordre, hein. Le CTD le plus jeune, il avait les corpos. Et les corpos, c'était quelque chose. Hein. L'année d'après,
il avait les filles. L'année d'après, il avait les 13 ans. L'année d'après, il avait les 14 ans et il allait à la Coupe nationale des garçons. Là, c'était le Nirvana. Et l'année d'après, il avait les 15 ans et ça a recommencé. Et moi, quand j'arrive, j'ai dit non, je n'ai rien à foutre des corpos. Donnez-moi les filles. Et tu es fou. Laissez-moi tranquille avec les filles. Et finalement, je suis resté avec les filles tout le temps. Ah ben après, il fallait se battre pour les garder, parce que les gens voyaient que c'était plus attrayant, quoi, qu'on avait plus de retours, que c'était... Voilà. Puis après, voilà, tu connais l'histoire avec ton ancienne coach. Hein. Un petit peu, oui. C'est-à-dire C'est-à-dire, j'ai joué. Donc, je suis originaire de Bourges. Oui. Donc, j'ai joué plusieurs années en régional 1 là-bas. Oui. Et donc, ma coach, qui est toujours d'ailleurs, Sandrine Jacquet, a été championne de France avec Bruno Bigny. D'accord. Petit monde. Petit monde, oui. Ça a été, le football tel qu'il est pratiqué aux États-Unis, ça a été une inspiration pour vous, Romane, parce que il y a des joueuses américaines aujourd'hui qui sont des vraies icônes et qui sont. Enfin, le football tel qu'il est pratiqué là-bas, c'est un peu un idéal pour une joueuse française en termes de salaire, en termes de. Est-ce que ça vous a. Alors, au-delà de l'aspect terrain et de l'aspect médiatisation, mais la personnalité, je dirais, et les engagements des joueuses américaines hors du terrain ont vraiment été une inspiration. Et ça a été plus facile de les prendre en exemple et en rôle modèle quand j'étais plus jeune, adolescente, que de trouver des joueuses françaises auxquelles s'identifier, qui étaient moins médiatisées, qui portaient un discours qu'on les voyait pas dans les médias. Donc oui, le football américain a été plus important pour moi que le football français. Puis-je me permettre un petit bémol, mais très léger. Allez-y. Très léger. On est là pour ça. Un bémol sur les Américaines. Allez-y. Mais c'est valable certainement pour d'autres pays. Moi, j'ai vu des joueuses américaines jouer en France. Et elles ont joué 1 saison, 2 saisons. Vous pouvez nous donner les noms ? Et quand je les voyais jouer, j'avais l'impression que c'était Olive qui jouait. Vous savez, la femme de Popeye, là. 2 ans après, elles sont retournées aux États-Unis. Je les ai jouées. J'avais l'impression que c'était Goldorak. Donc c'est le bémol que je mettrais par rapport au sport aux États-Unis. Vous voulez préciser votre pensée ? Il y a quoi ? Il y a des produits là-dedans, c'est ça ? J'ai pas compris. Après, Marinette me disait quand elle passe de l'équipe de France aux États-Unis, il y a 3 fois plus de séances de musculation, elle perd 7 kilos, elle change de physique, c'est ce qu'elle raconte. Oui. Il s'est passé la même chose chez les garçons, hein, avec ceux qui sont allés jouer en Italie avant la Coupe du Monde de 98, hein, ou quand... Hein ? Attendez, vous les voyez... C'est un raccourci là entre les... Vous voulez dire que du coup les footballeuses américaines... Vous les voyez quand ils sont partis avant 98, ils sont comme ça. Vous les voyez quand ils reviennent, ils sont comme ça. Mais encore une fois, quand Marinette me dit, il y a 3 fois plus de muscu. Oui. Je pense qu'elles n'ont pas le même quotidien, elles n'ont pas le même rythme. Le même entraînement. Non. Je pense que l'entraînement doit être effectivement... Alors je dois me tromper. On n'a pas d'infos. Ah bah non, moi j'ai pas d'infos. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. D'ailleurs, Bruno Bigny, vous avez aussi coaché en Chine. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des conditions ? Parce que c'était plutôt, on va dire, confortable. Ah oui,
c'était sympa. Hein. En termes de conditions, en termes de... En termes de conditions, on peut pas avoir mieux, quoi. Hein. On peut pas avoir mieux parce que quand on s'est qualifié pour les JO de Rio, c'était début mars, alors qu'on avait 10 chances sur 1000 de se qualifier. On a fait un exploit au Japon. Et donc, on a été reçus sur l'aéroport, tous les ministres, les machins, enfin, truc de fou. Il nous a amenés en réunion, un grand tableau, là. Moi, j'avais un peu réfléchi comment je pouvais m'organiser, parce qu'il y avait les dates FIFA, quoi. Hein. Et puis, le directeur du bureau central, c'est le big boss du sport en Chine. Il m'a dit, bon, coach, comment, ouais, voilà, là, il y a une journée de championnat, il y a championnat, tout ça. Et, il va au tableau, il dit, là, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de championnat. Il me dit, bon, vous avez bien travaillé, vous partez 10 jours vous reposez en France, vous revenez le 20 mars, et jusqu'au JO, vous êtes en rassemblement avec toutes les joueuses. Le rêve. Que demander de plus ? Et peut-être que l'élimination de Lyon et du PSG va être, hélas, bénéfique pour l'équipe de France. Parce que certainement... Ça va libérer du temps. Voilà, ils vont avoir plus de temps pour se préparer et surtout plus de temps à faire des choses qui sont, entre guillemets, emmerdantes, parce qu'on a l'impression de perdre son temps. Et quand on n'en a pas, on ne les fait pas. C'est tout ce qui est mis et remis en jeu. La stratégie. Tout le travail collectif. C'est vraiment... on voit sur les dernières compétitions, c'est prioritaire. Hein. Et quand vous avez que 5 jours de stage, vous travaillez tactique, vous travaillez les jeux. Mais si vous passez une demi-journée ou une journée où pratiquement, quand vous faites le truc offensif, il n'y en a que 3 qui travaillent sur 23, c'est pas bon, quoi. Alors que là, ils vont avoir le temps. Voilà. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Hein ? Un mal pour un bien. Oui, tout à fait. Laurence, vous avez aussi joué, vous ? Vous avez des souvenirs de cette période ? Vous étiez à quel poste ? J'ai commencé à jouer au football à l'école primaire, en classe de CM2. Le mercredi après-midi, le football était réservé aux garçons, le basket était ouvert aux filles et aux garçons. Donc ma maman est allée pleurer auprès du directeur pour que je sois autorisée à jouer en 1982 au football. Donc j'ai joué d'abord avec des garçons et très vite, l'année suivante, j'ai rejoint l'équipe de Caluire, une section féminine d'un club masculin, et j'ai joué dans ces clubs jusqu'en 1995. Et c'est vrai que je me suis intéressée à l'histoire de ce sport parce que encore dans les années 90, c'était compliqué pour une jeune fille de jouer au football. Et quand j'ai appris, dans le cadre de mes études pour devenir professeur d'EPS, que des jeunes filles avaient joué durant l'entre-deux-guerres, ça m'a intéressée de creuser, effectivement, d'en savoir plus sur les débuts du football féminin. Et Caluire, oui, c'est le club de Sandrine Soubéran. J'ai eu la chance de jouer avec elle quelques années et puis de jouer aussi dans l'équipe universitaire. Et pareil, l'université, quand je suis allée les voir la première fois pour inscrire notre équipe dans le cadre des compétitions FNSU, on m'a répondu qu'il n'y avait pas de compétition pour les femmes. Et en fait, en discutant avec d'autres joueuses partout en France, je me suis rendu compte qu'on m'avait menti, en fait. Que depuis 2 ans auparavant, il y avait déjà des compétitions universitaires. Donc l'année d'après, j'y suis allée plus convaincue et on a réussi à monter une équipe au sein de l'UFR STAPS de Lyon et à l'inscrire à la compétition. Donc effectivement, je joue au foot et je me rends compte qu'en 2023, c'est toujours compliqué pour une jeune fille. Je vois qu'en tant que professeur d'EPS et dans les cours d'école primaire et dans les cours des collèges, des lycées, pour les jeunes filles, c'est compliqué de rejoindre le terrain. Si on a une expérience déjà et qu'on est vraiment une bonne joueuse, on est à la rigueur accepté, mais faire ses débuts pour une jeune fille dans une équipe, dans les cours d'école, c'est mission impossible. Soit elles sont rejetées complètement,
soit elles sont acceptées en tant que gardiennes de but, mais si elles prennent un but, elles sont insultées, invectivées. C'est compliqué. Ça reste compliqué. Et pour tout dire, au sein des cours d'EPS, malgré les efforts qu'on peut avoir, ça reste compliqué d'arriver à faire jouer filles et garçons, que ce soit au foot, mais dans la plupart des activités qu'on peut proposer. Donc il y a effectivement encore beaucoup de travail pour faire évoluer les mentalités. Et vous, Virginie, vous avez pratiqué l'athlétisme, vous avez fait du cross, du 200 mètres et du triple saut, c'est ça ? Ouais. Et vous, au contraire, vous n'avez jamais l'impression d'avoir été dévalorisée dans l'athlétisme ? En athlétisme, je ne sais pas, le sport individuel ou si je suis bien tombée, c'était assez développé. Il y avait les compétitions UNSS, il y avait le club à côté, le week-end, UNSS mercredi. Il n'y avait pas de difficulté. Je crois que l'athlétisme, c'est quand même très différent. Je me souviens qu'ils avaient ouvert la perche et le triple saut cette année-là, aux femmes qui étaient pas autorisées. Je me souviens de ces événements-là. Mais non, il y avait vraiment... Puis je sais pas, l'athlétisme, c'est plus répandu quand même. Il y a les crosses du collège, il y a toute une tradition. C'est plus développé que le football. Voilà. On va arriver au dernier thème de cette table ronde qui est question vaste, la question de la reconnaissance en termes de visibilité, de crédibilité, de médiatisation. Laurence Prudhomme-Poncet, vous avez remarqué par rapport aux années 2000, par rapport à vos travaux, vous avez remarqué une évolution en termes de médiatisation, de prise en compte par l'écosystème du sport? Je dirais qu'il y a une médiatisation plus ou moins importante au moment des grands rendez-vous, Coupe du Monde, Ligue des Champions, etc. Après, pour ce qui est des matchs réguliers, que ce soit y compris en D1, ça reste effectivement le sous-football, le football masculin étant le football. Et effectivement, pour les jeunes filles, arriver à trouver un modèle inspirant, ça reste encore difficile, même si il y a des petites avancées, effectivement, mais toutes récentes. Et avec la période Covid, entre autres, qui a ralenti le peu de visibilité qu'avaient les footballeuses, et comme le faisait remarquer Bruno Bini tout à l'heure, avec effectivement une incertitude même pour la Coupe du Monde à quelques mois de cette rencontre mondiale, quoi. Oui, aujourd'hui, on est 1er avril 2023, il n'y a toujours pas de diffuseur pour le mondial de cet été, qui aura lieu donc en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc on attend, on va attendre. Est-ce que le fait d'avoir un entraîneur médiatique peut susciter un élan de la part des médias? Ça, on ne sait pas, on verra. Ça peut être une possibilité. Après, c'est vrai que c'est le décalage horaire, parce que ce soit pour l'Euro ou la dernière Coupe du Monde, il y avait des retransmissions sur TF1, etc. Je comprends la difficulté de l'horaire, mais bon, néanmoins, on ne peut pas se passer de regarder l'événement quand même. Tout à l'heure, Virginie, vous avez dit, vous avez fait référence aux réflexions qu'on entendait, quand vous entendiez lorsque vous essayez de vendre votre film. Alors c'était de trouver un coproducteur, parce que en revanche, je dois dire que les chaînes télé, que ce soit France TV, Canal+, ils sont montés immédiatement sur le projet. D'accord. Donc plutôt pour la coproduction. Mais vous m'aviez aussi dit que quand on est une réalisatrice, c'est difficile d'avoir un budget quand on est une femme qui réalise un film. Les différents financements sont... c'est à peu près, les femmes ont un budget qui est inférieur aux hommes de 40%. C'est les chiffres du Centre national de la cinématographie. Donc là, on retrouve le plus de femmes. C'est là où les films sont les moins chers, les documentaires de moins d'1 million d'euros. Là, il y a 40% de femmes. Et plus les budgets augmentent, et moins il y a de femmes. Voilà.
Donc moi, je suis allée chercher mes sous, je me suis produit et on a fait le film. Votre propre tirelire. Voilà. Ouais. J'ai géré ma tirelire et ça va, en fait. Oui, vous l'aviez dit, Bruno Bini, les quarts de finale, c'est vrai que Ligue des Champions, quand on veut regarder voilà, il faut aller sur la chaîne DAZN sur YouTube. Voilà, gratuit. Ouais, au moins c'est gratuit. Mais c'est vrai que quand on ne le sait pas, c'est compliqué. Donc pas de diffuseur, des matchs qui vont être à 10h du matin. Roman, vous avez, pendant que votre période en tant que joueuse, est-ce que vous aviez l'impression d'être suivi par les médias locaux? C'était quoi la couverture voilà, la presse locale Oui, ça s'arrêtait à la presse locale, le journal local avec un article le lendemain du match, le lundi dans le journal. Oui, c'était tout. J'ai jamais connu plus. Si on compare encore une fois avec les hommes, c'est pas on n'est pas dans la même dimension, c'est sûr. Et c'était très irrégulier. C'est ce qu'on voit sur ces dernières années aussi. Il suffisait qu'il y ait un journaliste qui s'intéresse un peu plus au football féminin une année, et on avait plus de place dans le journal toutes les semaines. L'année d'après, celui qui s'en occupait, ça l'intéressait pas, et on n'en parlait plus pendant 2-3 ans. Donc c'était très dépendant de... En fait, les journalistes, ils sont comme les joueuses, quoi. Il faut qu'ils se battent. Je confirme. Pour faire la place dans le journal sur des articles sur le foot féminin, quoi. Enfin, sur la pratique féminine même, quoi. Il faut qu'ils se battent, comme les joueuses doivent se battre pour avoir des terrains. Et c'est central, parce que... Pardon, allez-y. Ils se battent pas beaucoup à l'équipe, en tout cas. Alors, pourquoi c'est compliqué, alors, avec l'équipe? Pourquoi on a une couverture aussi... Parce que les chiffres sont quand même assez parlants. Bon, je ne les ai pas sur moi, mais... Bon, quand on regarde les unes ou en ce moment, ils font beaucoup de place à l'équipe. Hein. Tous les jours, il y a un truc sur les affaires, sur les trucs, sur les gardes à vue, sur les trucs. Ça, ils savent faire. Hein. Non, je parlais du football, pas des histoires autour du football. Et comment on peut l'expliquer, du coup, ce manque de médiatisation, ce manque de couverture de l'équipe? On peut l'expliquer comment? C'est une bonne question. Vous avez des... Ouais, je sais pas. Après, ça dépend, je crois que ça dépend aussi de l'intérêt économique du rédacteur en chef, ça dépend... voilà, ça si moi, je pensais naïvement que pour qu'on parle du foot féminin, il fallait raconter des belles histoires. Et puis, l'équipe est une entreprise. Et puis j'ai l'impression que ça suffit pas, quoi. Comme les diffuseurs télé. Donc il faut, oui. Peut-être en tant que journaliste, vous pouvez nous en dire un peu plus? Je suis animatrice aujourd'hui. Je suis pas censée intervenir. Je suis pas censée intervenir. Il y a une régression. Vous avez dit tout à l'heure. Vous avez utilisé le mot régression. Quand on a parlé de la médiatisation tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de régression. Mais si on sort de la question de la diffusion, est-ce qu'il y a une progression au niveau on va dire, du traitement, je ne sais pas, dans la presse écrite, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a qu'on voit plus les footballeuses, les sportives, ou même dans la télé, ou dans les pubs, ou il y a plus de sponsors ou... En quantité, ça n'évolue pas, ou très peu, et en qualité... aussi. Ouais. On voit toujours la joueuse, la footballeuse en tant que femme, mais pas en tant que footballeuse, pas en tant que sportive. En fait, ce qui intéresse, c'est comment elle se vêtit, quelle est sa vie familiale, mais pas tellement comment elle s'entraîne, comment elle joue sur le terrain, au niveau technique, tactique, entraînement. Parler de football. On va parler du coup plus des à côté.
C'est ce qui On va plus parle voilà. intéresser. Ouais. On la voit plus comme une femme que comme une sportive en fait. Et pour ça n'a pas tellement évolué. Et en même temps, Virginie, c'est un peu... dans votre film, vous avez aussi voulu parler de la vie de Marinette Pichon, finalement. Pas uniquement de sa carrière sportive, parce que le but, c'est aussi ce que vous m'avez dit même tout à l'heure, c'est d'intéresser aussi le grand public. Donc si on lui parle que de foot... Oui, mais après, dans le cadre d'un film de fiction, il faut que ça soit romanesque. Un biopic, on balaie une vie entière. C'est important de rentrer dans la vie privée, les obstacles, l'adversité, etc. Donc le foot est présent, mais tous les à côté aussi, tout ce qui a fait qu'elle soit cette joueuse d'exception, quoi. Et est-ce que vous avez senti que c'était un atout pour convaincre autour de vous pour la réalisation de ce film, le fait de ne parler pas seulement de foot, mais aussi de toute façon, ça peut pas tenir un film sur juste un aspect. Voilà, ce qui est encore une fois, tout ce qui est important, c'est tout ce qui fait qu'elle soit devenue cette championne exceptionnelle. La résilience, les combats qu'elle a dû mener, cette enfance horrible, voilà, les obstacles, l'obstination dont elle a fait preuve. Donc de toute façon, le film ne pouvait pas reposer uniquement sur le foot. Je pense que les spectateurs, en 1h30, voir quelqu'un jouer, même le film sur Zidane, c'était ça pendant 2 heures. Voilà. Oui, c'était long. Donc je parle bien du foot, je parle bien des problématiques, des injustices de traitement, mais je parle aussi beaucoup de sa vie. Et puis le film démarre quand elle a 5 ans, donc on est vraiment dans la cour de récréation, on est vraiment jusqu'à la fin de sa carrière en 2006. Vous faites une belle transition en parlant de son enfance, parce que cette médiatisation, finalement, c'est peut-être aussi important pour les enfants, pour les générations à venir. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Si les jeunes filles n'ont pas de modèle, de personnes à qui s'identifier, c'est compliqué aussi pour elles, vu le contexte, de se mettre à la pratique du football ou d'autres activités sportives. Donc ça a un rôle primordial, effectivement, que les jeunes filles puissent s'identifier à des sportifs de haut niveau. Moi, c'était vraiment... c'est mon but premier. Voilà, un rôle modèle, une source d'inspiration, voir toute une trajectoire et savoir que si on lâche rien, on peut réussir. Et que les sportives intéressent les petites filles et les petits garçons aussi. Ah oui, absolument. C'est central. Oui. C'est vrai que parfois on m'a dit oui, on va faire une projection, on va inviter plein de petites filles. Des garçons aussi, ils peuvent être inspirés par des championnes. Donc pas mal d'hommes, et c'est plutôt chouette. Oui. Nous, on a été inspirés avec des rôles modèles masculins, on peut inspirer des petits garçons avec des rôles modèles féminins. Parce qu'il y a beaucoup aussi de footballeuses de l'équipe de France aujourd'hui, enfin des footballeuses françaises qui disent qu'elles ont grandi avec des modèles finalement masculins. Toute la génération 98, etc. Ouais. Hein, ouais. Oui, c'est ça. Dans les années 2000, de 2000 à 2010, moi-même, je jouais déjà au foot. Je connaissais aucune joueuse de foot. Je connaissais juste le nom de Marinette Pichon. Son prénom, on le retient en plus. Son prénom, oui, surtout. Mais c'est primordial de pouvoir avoir, oui, des rôles modèles pour pouvoir se construire autour et que ce soit autant pour les petites filles et les petits garçons. Mais en tout cas, c'est ça aussi qu'on a à gagner avec à médiatiser et à visibiliser les sportives et les footballeuses précisément. Ouais. Oui, c'est aussi simple de dire elle l'a fait, je peux le faire. Voilà, la formule est toute simple. Après, les garçons, ils vont tourner un film. Joue là comme Pichon. Vous avez une conclusion peut-être Ça d'ailleurs, je rebondis sur ça mal, parce que la réussite de Marinette aussi, c'est qu'elle ait joué en mixité jusqu'à 16 ans. Et moi, j'ai croisé beaucoup d'entraîneurs sur le terrain qui vraiment déploraient que les petites filles arrivées à début d'adolescence ne voulaient plus jouer avec les garçons. Vraiment des filles qui étaient des espoirs. Vers 12-13 ans, il y avait quelque chose qui se passait, un rejet. Et ça, vraiment, la mixité, c'est une clé.
C'est une clé d'autant plus que... c'est une clé sélective. Parce qu'à partir de 13 ans, celle qui est vraiment forte, elle va être 10 fois plus forte en jouant à mixité qu'avec les filles. Absolument. Par contre, celle qui n'est pas forte, elle ne va pas avoir accès à ça. Mais c'est vrai que moi, sur les promotions que j'ai eues, toutes les filles qui ont fait de la mixité jusqu'à 14-15 ans étaient beaucoup plus fortes que les autres. Peut-être une question du public, je ne sais pas si... Oui. Oui, bonjour. Je vais vous laisser parce qu'il y a un match de rugby Irlande-France à la télé. Ah oui, Rugby féminin, tournoi destination. Ouais. Tous les matchs sont retransmis sur France 2. L'équipe de France rugby est 3e mondiale et elle vient d'avoir un nouveau sponsor. Alors ça marche mieux pour le rugby que pour le foot ou c'est un effet d'optique ? On sera là avec Marinette Pichon. Voilà. Une petite promo. Du coup, vous êtes tous au courant. Je ne sais pas, votre question s'adressait à... C'est récent le rugby là. Hein, c'est tout récent. Hein. Oui. Il y a encore 2 ans. Oui, mais la médiatisation. J'évoque la médiatisation. Quand même. La médiatisation, si on revient sur les années 90, voilà, là c'est plus compliqué de. Les sponsors au rugby en ce moment, c'est chaud. Hein. Oui. Mais c'est bien évidemment, c'est une très bonne chose. Une autre question ? Oui, Patrick. Chevalier. Alors moi, je voudrais poser une question. Est-ce que les clubs professionnels qui ont des sections féminines jouent vraiment le jeu ? À savoir que j'ai entendu que certains clubs pro disent à la section féminine qu'elles n'ont pas le droit d'utiliser les sponsors des garçons. Est-ce que c'est logique ? Moi, je dis non. Deuxième chose, est-ce qu'on peut envisager, ou est-ce que c'est trop tôt, comme c'est fait sur le handball, d'imaginer une ligue professionnelle pour les joueuses de football ? La ligue professionnelle, elle est dans les cartons, hein, elle est en cours. Hein. Ouais. Je pense que dans les 2 ans, la ligue professionnelle verra le jour en France. On en a reparlé d'ailleurs hier. Ouais, je pense ça. La ligue professionnelle, il y aura pas de, ça va se faire. Après, les clubs pro qui ont des filles, je tairai le nom du club. Mais j'ai vu un jour un article sur le journal, il dit il y a le Covid, il y a le machin. Moi, quand il y a un garçon qui sort de mon centre de formation, ça me fait vivre le centre de formation pendant 5 ans. Par contre, si je sors une fille, ça ne me fait rien vivre. Donc les premiers sous que je vais enlever, ça sera sur le budget des filles. Et pourtant, c'est un très bon club français. Voilà, donc... Oui. La Ligue, on y est là. Je pense que c'est... c'est... Allez, je vais dire, dans une saison, la Ligue professionnelle verra le jour. Dès l'instant où Jean-Michel Aulas veut qu'il y ait une Ligue professionnelle, il y aura une Ligue professionnelle. C'est lui le boss. Hein. Une réelle avancée, ce serait de cumuler les points marqués par l'équipe féminine et les points marqués par l'équipe masculine, et ça ferait un classement. Mais je pense qu'on en est loin. On le connaît, le classement, là. Vous avez peut-être une phrase pour conclure, chacun, à apporter sur cette... est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ? Vaste sujet. Ouais. Création de la Ligue, plus d'argent, que les filles puissent se dédier à ça, vraiment. On ne parle pas de salaire mirobolant, mais pouvoir en vivre, tout simplement. Et après, je pense que les résultats tomberont et que les sponsors viendront. Il n'y a pas de raison. Voilà, si on met tous les moyens, il n'y a pas de raison que les résultats n'arrivent pas, je pense, ou je suis trop optimiste. Moi, j'aurais envie de dire, éduquons nos garçons et nos filles en mixité, et on fera progresser la cause. Oui, si on parle d'éducation, on parle de foot féminin, mais dans la société en général, déjà,
combattons les stéréotypes à la source, dès la socialisation des enfants, et le sport féminin ne pourra qu'en bénéficier. Donc révolution aussi dans la société. Ben moi c'est simple, hein. Allez les bleus, allez les filles, allez Hervé. Voilà, ce sera une très bonne conclusion. Merci beaucoup, merci à tous. Donc, à suivre une nouvelle table ronde, cette fois autour des femmes et du sport amateur, sur la façon dont le sport contribue dès le plus jeune âge au bien-être, la question du genre dans le sport chez les petits et la démocratisation du sport pour toutes et pour tous. Merci à tous et merci à toutes.